Alors les quatre sonnailles provençales, c'est quatre sonnailles de fonction. Vous avez la première qu'on appelle le clavelat. Alors on l'appelle ou le picon ou le clavelat. On l'appelle picon jusqu'à la taille à peu près de 11 cm et demi de hauteur. On va l'appeler picon pour le différencier du gros clavelat qui est signification de montagne. Même cloche, mais montagne. Alors que le picon, lui, est utilisé, on va dire, plus en Basse-Provence, au moment ou au printemps ou à l'automne, au moment de l'agnelage. Voilà. C'est-à-dire que quand vous avez une brebis dite bessonnière, une brebis qui vous fait 2 agneaux, on appose à la brebis un petit sonaillon, un petit picon principalement, pour que la brebis ait une identité sonore, pour que ces 2 agneaux, qui sont les plus petits qu'une brebis qui n'en a fait qu'un seul, sachent en permanence où se situe leur mère. Quand ils connaissent le son de leur mère, ils vont plus souvent à la mère, plus souvent à la tétée, et automatiquement, ils rattrapent la grosseur d'un agneau qui est né seul. Après le clavelat, ce qu'on va appeler le clavelat, c'est-à-dire le 13, 15, 17, voire 20 cm. Alors ça, ce sont la cloche qui est toujours destinée aux brebis. Moi, l'identité que j'ai donnée à cette cloche-là, c'est l'identité maternelle. Voilà. C'est vraiment une cloche qu'on appose surtout aux brebis, surtout aux mères, aux brebis de ventre qu'on appelle. Ça, c'est la première. La deuxième va être la pique. Alors la pique, elle a plusieurs noms. On l'appelle pique, on l'appelle tuyau de poil. Ça, c'est un son relativement sombre qui est attribué aux bêtes meneuses. C'est-à-dire les floucas, voire les floucades. Ça peut être une brebis semi-apprivoisée ou un bélier qu'on a émasculé, où on a posé cette pique. Elle a un son beaucoup plus sombre. Elle a tendance à calmer le troupeau et elle a tendance à demander au troupeau à avancer. Voilà. Ça, c'est une cloche d'identité, on va dire. Ensuite, vous avez la troisième va être la platelle. La platelle, on la reconnaît à sa forme relativement rectangulaire. Elle a un son beaucoup plus cristallin, beaucoup plus aigu. Et celle-là, on va plus la poser aux bêtes de caractère. C'est-à-dire que les petites platelles, on les principalement entre 6 et 10 cm, on va les apposer aux chèvres, à des bêtes de caractère. Les platelles moyennes, si de 12-14 cm, on va les apposer aux brebis dites fugueuses. Alors les brebis fugueuses, les bergers vont vous dire une brebis fugueuse ou une garce. On va essayer de trouver notre adjectif, mais il n'y en a pas trop. Une garce, c'est principalement dans les 10 brebis, quand un berger passe son troupeau au couloir. Vous pouvez être sûr que les 10 dernières brebis, c'est toujours les mêmes. Toujours les mêmes, toujours les mêmes. Elles vous ressortiront toujours. C'est un repère. Alors, dans ces 10 brebis-là, il y a toujours un leader. Ce leader, c'est bien de l'identifier justement avec une platelle. On va l'identifier avec une platelle, avec un son aigu agressif, qui correspond à son caractère. C'est en même temps un repère aussi pour le berger, qui lui, sans trop bouger la tête, du coup d'œil, quand il va voir passer cette platelle-là, il sait que principalement, il reste 10 brebis. Dans son compte, si celle-là le passe, il sait qu'il en manque ou il sait qu'il en manque pas. Il sait tout du moins qu'il est à la fin de son travail. Voilà. Ça, c'est cette identité-là. Et les grosses platelles, de 15, 16, voire 18 cm, sont principalement apposées aux ânes. Voilà. Alors vous remarquerez que chaque fois, on a apposé ces platelles aux bêtes dites de caractère. Pourquoi on a mis ces sonnailles-là? Parce qu'elles ont une particularité sonore, c'est que c'est les seules sonnailles qui s'entendent réellement dans le brouillard. Voilà. Tous les bergers vont vous dire que, par exemple, Nan, on va lui mettre une platelle. Pourquoi? Parce que Nan, tant que vous n'en avez pas besoin, en montagne, vous les avez autour de la cabane. Si la veille au soir, vous dites, peut-être demain, je vais prendre les ânes pour descendre, faire le ravitaillement au village, vous pouvez être sûr que le lendemain, quand vous levez, les ânes, ils sont à 3 km. Ça, tous les bergers vous diront que ces saletés d'ânes, ils entendent ce qu'on raconte. Voilà. Et c'est vrai que quand on a besoin de ce bétail-là, on ne veut pas chercher pendant des heures et des heures. Donc il faut vraiment la sonnaille que par tout temps, on est capable de trouver. À l'époque, le ravitaillement, maintenant ils vont leur cabane avec leur 4x4, tout ça, mais à l'époque où il n'y avait que les ânes, on était content de les avoir vraiment apportés quand on en avait besoin, quoi. Voilà. Et la dernière cloche, ça va être celle qui roule. Son bruit, le bruit, d'abord sa forme est ronde. Le son qui roule, c'est le redon. Alors le redon, elle est attribuée principalement au moment de la transhumance. Ça va aller du plus petit redon au plus gros redon pour faire la route. Vous savez, un troupeau qui est ensonnaillé, on appelle ça un orchestre. Ce qu'on demande à un orchestre ou à une fanfare militaire, c'est toujours qu'il y ait une grosse caisse pour fixer le rythme de marche d'un troupeau ou d'une fanfare, on va dire. Donc le redon, il a fonction de faire la grosse caisse. C'est lui qui va couvrir
principalement tous les autres sons, et qui va inciter à tout le monde à marcher. Voilà. Principalement, on fait partir, on la pose souvent sur les gros floukas ou les gros boucs pour mener le troupeau. Et donc, c'est ce qu'on va demander à ces cloches, c'est-à-dire de dire à tout le monde, allez, on y va, boum, 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 on y va, on marche. Et la bête, instinctivement, quand les redons sont en place, instinctivement, la bête va les suivre. Et ce son-là va vraiment accompagner, faire marcher toute la symphonie, on va dire. Je vais un peu vous décrire les différentes pièces d'une sonaille. Donc, on va partir sur la pièce principale quand même, qui est la cloche. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, dans la famille des sonailles provençales, voici les 4 modèles de cloche. Alors, le clavelat, comme on parlait tout à l'heure, celle qui est un peu le symbole de la maternité, on va dire. Ça, c'est un gros clavelat de 15 cm qui est destiné principalement à la montagnage, à la transhumance, à la montagne. Voilà. Ensuite, je vous ai parlé de la pique. Vous voyez, on appelle ça le tuyau de poil. Le son déjà beaucoup plus sombre, qui va calmer le troupeau. C'est un son qui va marcher à l'avant du troupeau et qui va calmer le troupeau. Ensuite, vous avez la platelle, et le son beaucoup plus cristallin. C'est ce fameux son qui perce le brouillard. Vous voyez comme il est déjà plus agressif à l'oreille. Voilà. Ça, c'est le son cristallin. C'est ce qu'on va mettre aux bêtes de caractère. Et ensuite, le redon. Le redon qu'on appose principalement au moment de la transhumance. Voilà. Ça, c'est la grosse caisse. Voilà. Ça, c'est le redon qui va dire à tout le monde allez, on y va, on marche, on avance. Voilà. Alors, les différentes parties d'une sonaille, ben, elles se composent de 4 parties. La cloche, où on fixe un morceau de cuir, qu'on appelle, en provençal, on appelle ça un curao. Le vrai nom technique s'appelle une conjuscle. Ce sont des lamelles de cuir qui sont collées ensemble, ou cousues, ou rivetées avec des pointes métalliques, des petites pointes métalliques. Vous voyez qu'en son centre, on fixe la cloche par 2 tacons de cuir, pour qu'elle soit bien calée au milieu. Ensuite, on lui appose le collier. Alors, le collier, principalement, fait en plusieurs essences de bois. Vous avez le bois de cytise, qui est présenté ici, qui est un bois de montagne, qui est un acacia de montagne, on va dire. Vous pouvez l'avoir avec le bois régional de la Basse-Provence, qui est le micoucoulier. Le micoucoulier de Provence, son vrai nom, c'est le micoucoulier de Provence, qui est un arbre de la famille des légumineuses. Ce sont des bois qui sont relativement fibreux, que la fibre est très longue, qui permettent justement cette torsion. Voilà. Et ici, vous avez un exemple de collier en fabrication, en sculpture à l'heure actuelle, qui est du noyer rouge, qui au fil du temps va devenir de plus en plus rouge avec l'oxydation de l'air, de la lumière. Voilà. Ça, ce sont des essences que on essaye de travailler, la plus recherchée étant, on ne sait pas pourquoi, le bois de cytise. Voilà, le bois de cytise déjà par lui-même qui est relativement décoré, puisqu'il possède comme l'acacia, comme le mûrier, comme le châtaignier, qui possède l'aubier autour. Donc il fait de lui-même déjà, voilà, on peut voir là-dessus, les deux bandes blanches, qui possèdent déjà une décoration naturelle. Voilà. Ça, ce sont les différentes parties de la sonaille. Alors à l'époque, beaucoup de bergers se fabriquaient leurs colliers. Voilà, on coupait les bois de cytise à la montagne à partir de fin août à peu près, fin août-septembre. Et souvent les bergers, le soir, comme il n'y avait pas la télévision dans les cabanes, ils faisaient leur planche à la plane, c'est-à-dire on fendait le billon de bois en deux, et à l'aide d'une plane, on fabriquait une planche. Cette planche était mise dans un sac de toile de jute humide, et on la faisait chauffer, cette planche qui était relativement verte, on faisait chauffer ça sur la gamelle du chien. Quand on faisait cuire la polenta pour le chien, on mettait cette planche à chauffer sur la gamelle du chien. La vapeur chauffait la toile de jute, maintenait la chaleur, et le berger lui-même, le soir, sur son genou, pliait sa planche. Donc le premier soir, on fabriquait les coups. Voilà, on fabriquait les coups. Alors c'est pour ça qu'on se servait, on disait que quand on trouvait un petit sonaillon avec un petit coup, on disait souvent que le berger avait plié son collier sur la jambe de sa femme. Voilà.
Alors les petits coins s'en servaient surtout pour mettre aux chèvres. Voilà. Donc on faisait en premier lieu, on pliait le cou, et le lendemain, on commençait à faire une aile ou une pinche. Voilà, le mot le plus utilisé en Provence, en provençal on appelle ça une pinche. Et à l'aide d'une échelle, l'échelle qui servait à monter ou à l'endroit où on stockait le grain pour éviter que les souris les mangent ou des trucs comme ça, on a posé un deuxième morceau de bois à côté d'un espigon, c'est-à-dire à côté d'une marche de l'échelle, qui faisait fonction d'étau, on va dire. Et le berger, le premier soir, pliait toutes les ailes d'un côté. Il ligaturait, après avoir ligaturé le cou, il ligaturait une aile. Et le surlendemain, il fabriquait la deuxième aile. Alors pour continuer dans les anecdotes, M. Servel-Père en 73, quand il a pris le commerce, quand il a su qu'il allait prendre le commerce, pour faire de l'avance pour son travail, pour ne pas perdre de temps, dans la dernière estive qu'il a fait, il était allé couper du bois de cytise, il avait fait des colliers, alors il les avait tous pliés, je ne sais plus combien il en avait fait, un sacré paquet, pour prendre de l'avance, mais comment descendre tous ces colliers? Et l'astuce avait été que justement, il les avait mis directement au cou des brebis, attachés avec une ficelle parce qu'il n'avait pas eu le temps de les percer. Donc les brebis, c'était un troupeau qui n'était pas que silencieux, parce qu'il avait pas mal de sonnailles, mais qui avait une particularité, c'est qu'il avait énormément de sonnailles sans cloche. Voilà. Et il avait fait descendre par ses brebis ses premiers colliers qui allaient être vendus sur les foires. Voilà. Et tout en marchant et tout en gardant, il avait fait, pareil, un nombre incalculable de clavettes, parce que ça j'ai oublié de vous parler des clavettes, qui sont principalement faits en buis et souvent personnalisées. Le joli nom de la clavette, on appelle ça la patience du berger. Pourquoi? Parce que le berger, principalement, prend son morceau de buis, qui coupe en deux, et il va réaliser sa paire de clavettes, et il le fait tout en gardant. Voilà. C'est tout réalisé à la pointe du couteau. Alors elles peuvent être, ça peut être, principalement les clavettes, c'est souvent des œuvres d'art. Voilà. Je cherche un autre adjectif, et moi je ne trouve pas. C'est vraiment fait avec beaucoup de patience. Le buis étant un bois qui ne possède pas de veine, qui ne possède aucune veine, c'est le seul bois qui est imputrescible, mais qui a cette faculté, c'est que à l'endroit où il est émincé, ici pour entrer dans la pièce de cuir, comme il n'a pas de veine, si la bête vient à s'accrocher en tirant un coup sec, l'endroit faible de la clavette va casser, ce qui va ouvrir la sonnaille et la bête sera sauvée. Alors ça c'était très bien il y a, on va dire, 50 ans en arrière. Mais comme maintenant les sonnailles valent plus cher que les brebis, souvent les bergers me demandent de les faire en fer. Parce qu'ils préfèrent perdre la brebis que la sonnaille. Voilà, ça c'est l'inconvénient du côté économique de la chose. Voilà. Donc ce sont les différentes pièces et les différentes sonnailles de Provence. Alors ici, je vais vous montrer ce qui est la base principale de la sonnaille. C'est pas le tout de lui mettre un collier, de lui mettre autour du cou. Si elle n'a pas cette pièce à son centre, eh bien, elle ne fera jamais de bruit. C'est le battant. Donc le battant, il est principalement, comme je le disais tout à l'heure, il est fait en os. Alors, on utilise à l'heure actuelle du canon, du tibia, on va appeler ça, le tibia du taureau de Camargue. Voilà. Ça, c'était déjà une bête d'un certain âge, vu la grosseur. Alors, c'est vrai que cet os a plusieurs avantages. C'est qu'il est relativement dur pour donner le véritable son à la cloche. En balayant, en faisant son trajet, il va être relativement dur donc, pour donner la qualité du son que l'on demande à la cloche. Mais il va aussi avoir une particularité, c'est qu'il va être relativement tendre pour s'user et ne pas user la cloche. Voilà. Le but du jeu, quand on a une bonne sonnaille, c'est de la garder le plus longtemps possible. Donc voilà pourquoi on travaille avec de l'os. Alors ici, c'est un tibia de taureau de Camargue. Ici, c'est un tibia de cheval de course. Voilà. Ça, c'est un tibia de cheval de course. Et ici, l'os le plus recherché, et qui est le plus difficile à trouver à l'heure actuelle, c'est le tibia d'âne. Et le tibia que j'ai dans les mains ici, eh bien, à l'heure actuelle, ça fait 35 ans qu'il est dans l'établissement. Et c'est l'os qui sert à écouter toutes les cloches quand elles arrivent de nos fabricants. C'est lui qui va sélectionner, qui va faire la première sélection
des cloches. Voilà. Cette os-là donc a fait déjà 2 générations avant moi. Elle va faire la mienne, j'espère qu'elle va continuer derrière. C'est pour ça que c'est vrai qu'on y tient comme la prunelle de nos yeux. L'os est plus que dur. J'ai eu son frère qui en tombant a éclaté comme un morceau de verre. Tellement qu'il est vieux. Voilà. Et c'est ce que recherchent le plus les bergers, c'est cette durcicité de cet os. Voilà. Mais à l'heure actuelle, pour avoir des tibias d'âne, c'est plus que difficile. Et puis bon, il faut savoir aussi qu'un berger, quand son âne meurt, principalement les tibias, il les garde un peu pour lui aussi, ça va de soi. Mais au niveau des abattoirs, tout ça, on n'a plus moyen d'en avoir. Mais c'est vrai qu'on les recherche en permanence. La sonaille à baissonnière, beaucoup de gens nous demandent, au niveau des sonailles à baissonnière, de nous faire des sonaillons doubles. Voilà. Alors on prend 2 petits picons principalement, 2 petits picons de 6-7 cm, parce qu'il faut des sonailles relativement petites. Et on va choisir 2 sonaillons avec un demi-ton d'écart. Et les 2 sonaillons, en étant en contact et bougeant en permanence ensemble, vont donner un son différent, on va dire. C'est-à-dire, vont donner un nouveau son qu'il n'y a pas sur le troupeau. Et c'est le mélange des 2 sons qui va donner un nouveau son. Comme on mélangerait 2 couleurs pour en faire 2 couleurs primaires pour faire une couleur secondaire, on va mélanger 2 sons primaires pour faire un son secondaire.